Jardin du Luxembourg, Paris, 16h42, un après-midi doré d'octobre. Antoine Mercier, 8 ans, pieds nus et en haillons, fixait l'enfant en fauteuil roulant, habillé comme un prince. Même visage, mêmes yeux gris-vert, même fossette au menton. Gabriel Montmorency, fils du milliardaire Charles-Henri de Montmorency, n'avait pas marché depuis 3 ans. Pas à cause de l'accident que tous croyaient. Le petit vagabond connaissait la vérité et s'apprêtait à la révéler. Les mots qu'il prononça glacèrent le sang du père, qui écoutait caché derrière un platane centenaire. « Ton papa ne sait pas que sa fiancée te donne chaque matin le médicament qui paralyse tes jambes. Je l'ai vu depuis l'immeuble abandonné où je dors. » Antoine sortit de sa poche trouée une fiole vide. « Succinylcholine, c'est ce qu'il donnait à ma maman à l'hôpital pour qu'elle ne bouge plus. » Charles-Henri de Montmorency, l'homme qui contrôlait la moitié du CAC 40, sentit son empire s'écrouler. Son fils n'était pas paralysé, il était systématiquement empoisonné par la femme qui dormait dans son lit. Mais la vérité la plus dévastatrice restait à venir. Antoine n'était pas un étranger, il était le frère jumeau que Charles-Henri croyait mort à la naissance. L'automne parisien baignait le Luxembourg d'une lumière liquide, quand Charles-Henri de Montmorency poussait le fauteuil roulant de son fils le long des allées désertes. Gabriel, 8 ans de privilèges et 3 ans d'emprisonnement sur ses roues, contemplait le vide avec des yeux qui avaient oublié comment briller. Le costume bon point à 300 € ne pouvait masquer l'âme qui s'éteignait lentement. Isabelle était restée avenue Foch avec une de ses migraines stratégiques, ces crises qui survenaient toujours quand Charles-Henri voulait du temps seul avec Gabriel. Mais quelque chose dans les yeux de son fils au petit déjeuner, une supplication muette, tandis qu'Isabelle lui tendait son jus d'orange habituel, l'avait convaincu d'insister. Ce fut près du bassin au voilier que le destin montra sa main. Un enfant émergea de l'ombre des marronniers comme un fantôme de misère, pieds nus noircis par des mois de crasse, vêtements qui tenaient plus par miracle que par couture. Mais ce furent les yeux qui arrêtèrent le monde, gris-vert comme ceux de Gabriel, pas similaires, pas ressemblants, identiques. Le petit vagabond étudiait Gabriel avec l'intensité d'un animal reconnaissant son sang. Il ne demandait pas l'aumône, ne quémandait pas de nourriture. Il regardait et reconnaissait. Et Gabriel, pour la première fois depuis des mois, réagit spontanément, murmurant une question qui sortit comme un souffle. L'enfant s'appelait Antoine et portait une vérité qui détruirait tout. Il parla de l'immeuble haussmannien abandonné face à l'hôtel particulier des Montmorency, où il dormait dans les cages d'escalier. D'une lucarne au 6e étage, d'où il voyait chaque matin dans la cour intérieure. Comment la femme blonde versait quelque chose dans le jus d'orange avant de l'apporter à Gabriel. De sa poche déchirée, entre miettes de pain et morceaux de verre colorés qui étaient ses trésors, il sortit une fiole vide. « Succinylcholine », lut-il, en syllabant péniblement. Le même produit qu'on donnait à sa mère à la pitié salpêtrière pour la calmer. Petite dose quotidienne qui paralyse sans tuer. Le monde de Charles-Henri implosa au ralenti. Il vit les larmes silencieuses de son fils, confirmation muette de 3 ans de torture chimique. Quand Gabriel essaya de parler de sa vraie mère, de Marie-Claire morte en couche, Antoine prononça les mots qui réorganisèrent l'univers. Il parla de jumeaux, d'un bébé déclaré mort-né, de sœur Marguerite à l'orphelinat Saint-Vincent qui lui avait dit avant de mourir que son père riche ne voulait pas de lui car il était né défectueux. Mais il n'était pas défectueux. Et il avait vu Charles-Henri et Gabriel à la télévision et su, c'était son frère, son jumeau, sa famille. Charles-Henri tomba littéralement à genoux sur le gravier, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient en une image monstrueuse. Marie-Claire qui parlait de 2 cœurs battants, le docteur Dubois qui insistait que c'était du délire, les heures interminables, le sang, les cris. Puis Isabelle, l'infirmière dévouée, emportant un paquet immobile, disant que le second bébé était mort, qu'il valait mieux que Charles-Henri ne le voie pas. On ne lui avait jamais permis de voir le corps. Marie-Claire était morte d'hémorragie, disait-il, et dans sa douleur dévastatrice, il avait tout accepté. Isabelle était restée d'abord comme nounou,
puis comme présence constante, enfin comme fiancé. Tout planifié, tout orchestré. L'hôtel particulier de l'avenue Foch, accueilli Antoine comme Versailles, aurait accueilli un sans-culotte, avec méfiance et hostilité voilée. Le garçon étudiait chaque recoin avec les yeux d'un survivant, cartographiant sorties, cachettes, voies de fuite. Après des années dans les caves du métro et les squats de Belleville, le luxe le terrifiait plus que n'importe quel danger de la rue. Jacques Durand, chef de la sécurité ancien du GIGN, attendait avec des nouvelles qui dépassaient tout cauchemar. Isabelle avait été prise en train de bourrer des valises de liquide et de faux papiers. Dans son bureau, ils avaient trouvé les preuves d'un complot commencé avant même la naissance des jumeaux. Échographie montrant clairement 2 fœtus, un contrat de 5 millions d'euros entre le docteur Dubois et Isabelle pour services spéciaux post-nataux. Le dossier révélait l'horreur dans toute son ampleur. Marie-Claire n'était pas morte en couche, mais d'une overdose de morphine méthodiquement administrée. Antoine n'était pas né malade, mais avait été déclaré tel pour justifier sa disparition. Le plan était d'une simplicité diabolique. Éliminer la mère, faire disparaître un jumeau, s'insinuer dans la vie du veuf milliardaire, l'épouser, puis éliminer Gabriel aussi. Une assurance vie de 50 millions était déjà préparée. Charles-Henri vomit sur le tapis d'Aubusson du XVIIIe siècle, tandis que la vérité le frappait. Ses fils avaient été victimes d'un plan commencé avant même leur naissance. Antoine observait tout avec le calme surnaturel d'un vétéran. La rue vous apprend à lire les gens ou vous mourrez. Il voulait voir Isabelle, regarder dans les yeux le monstre qui avait tué sa mère et torturé son frère. Dans la cave aménagée en cellule provisoire, Isabelle perdit toute façade en voyant Antoine. Le fantôme qui devait être mort se tenait là, vivant, témoin de son échec. Elle cracha venin et aveu, parla du docteur qui avait promis la mort du jumeau indésirable. Antoine bluffa magistralement, évoquant coffre-fort et caméra de surveillance. Isabelle s'effondra. Quand ils ouvrirent le coffre à la BNP des Champs-Élysées, l'horreur dépassa toute imagination. Vidéo de Marie-Claire, suppliant de voir ses bébés pendant qu'Isabelle lui injectait la morphine. Enregistrement du complot et surtout le vrai testament de Marie-Claire, écrit la veille de sa mort, léguant tout à ses fils jumeaux bien-aimés, Gabriel et Antoine. Marie-Claire avait su. Elle avait choisi les noms pour les deux, avait essayé de les protéger et avait été tuée pour cela. L'hôpital Necker réserva une aile entière pour la famille Montmorency. Les tests ADN n'étaient qu'une formalité. Il suffisait de regarder les visages identiques pour connaître la vérité. Mais Charles-Henri voulait des preuves irréfutables pour le procès qui suivrait. Le professeur Laroche, sommité de la génétique pédiatrique, supervisa personnellement les prélèvements avec une délicatesse qui contrastait avec ses mains massives de ancien rugbyman. C'est pendant la prise de sang que le premier miracle se produisit. Gabriel bougea ses orteils, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Mais Antoine le vit avec ses yeux aiguisés par 8 années de survie où chaque détail pouvait signifier la vie ou la mort. Le cri d'Antoine alerta toute l'équipe médicale. Le professeur Martineau, chef du service de neurologie, accourut avec 3 internes. Les heures d'examen qui suivirent révélèrent l'ampleur du crime. La paralysie de Gabriel était purement chimique, pas neurologique. 3 années de microdoses quotidiennes de succinylcholine avaient affaibli ses muscles sans les détruire. Les connexions nerveuses étaient intactes, les voies motrices préservées. Avec la rééducation appropriée, Gabriel marcherait à nouveau. La salle d'examen se transforma en scène de joie pure. Gabriel pleurait, Antoine pleurait, pour la première fois de sa vie consciente, et Charles-Henri, l'homme qui dirigeait des conseils d'administration avec une froideur légendaire, sanglotait comme un enfant. Les infirmières détournaient pudiquement le regard, certaines essuyant leurs propres larmes. « Combien de temps ?» demanda Charles-Henri au professeur Martineau. « 6 mois minimum, peut-être 1 an. Mais il remarchera. J'en mets ma carrière en jeu. » L'examen d'Antoine révéla une toute autre histoire, écrite sur son corps en cicatrices et fractures mal soignées.
Le scanner montra 3 côtes qui s'étaient ressoudées de travers, témoignage d'un passage à tabac quand il avait 6 ans pour avoir volé du pain. Des brûlures de cigarettes sur le dos, souvenir d'un squatteur sadique dans un parking souterrain. Une entaille profonde sur l'épaule gauche, mal cicatrisée, quand il s'était battu avec un autre enfant des rues pour un sandwich à moitié mangé. Le docteur Petit, pédiatre depuis 30 ans, dut sortir de la salle après avoir vu les radios. « Comment ce gamin est-il encore vivant ?» murmura-t-il à une collègue dans le couloir. Mais ce qui stupéfia le plus l'équipe médicale, c'était l'état psychologique d'Antoine. Les tests montraient une intelligence exceptionnelle malgré l'absence totale de scolarisation. Il avait appris à lire seul en déchiffrant les panneaux du métro et les journaux abandonnés. Il parlait un français étrangement sophistiqué, mélange du langage de la rue et de bribes de conversations entendues dans les beaux quartiers où il mendiait parfois. Le psychiatre pour enfants, le docteur Rousseau, passa 3 heures avec Antoine. Son rapport était éloquent. Cet enfant présente une résilience extraordinaire. Il a développé des mécanismes de survie qui feraient pâlir des soldats aguerris. Mais sous cette carapace, il reste un petit garçon de 8 ans qui a désespérément besoin d'amour et de sécurité. La nouvelle de l'affaire éclata dans les médias comme une bombe. Le scandale des jumeaux Montmorency fit la une du Figaro. Crime et châtiment avenue Foch titrait « Libération ». Les caméras campaient devant l'hôpital, avides de images. Charles Henry dut faire appel à une société de sécurité supplémentaire pour protéger ses fils de la frénésie médiatique. C'est alors qu'arriva une visite inattendue. Une vieille religieuse, sœur Marguerite, pas celle qui était morte, mais sa sœur en religion, se présenta à l'hôpital. Elle apportait une boîte en carton défraîchi. « J'ai gardé ceci pendant 8 ans », dit-elle en l'ouvrant devant Charles Henry et les jumeaux. À l'intérieur, un bracelet de naissance marqué BBB Montmorency, une photo de Marie-Claire tenant 2 nouveau-nés et un journal intime. Le journal de sœur Marguerite la défunte racontait cette nuit de novembre 8 ans plus tôt. Comment elle avait trouvé un bébé dans la benne à ordures de l'hôpital, encore vivant, le cordon mal coupé. Comment elle l'avait sauvé, soigné en secret, puis placé à l'orphelinat Saint-Vincent sous un faux nom. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Les années de culpabilité, sachant que cet enfant avait une famille quelque part. Elle m'a fait promettre sur son lit de mort, expliqua la vieille religieuse. Si un jour la vérité éclatait, je devais apporter ses preuves. Elle n'a jamais pardonné à ceux qui ont fait ça, mais elle a aimé Antoine comme son propre fils pendant les 6 années où il était à l'orphelinat. Antoine prit délicatement la photo. C'était la première fois qu'il voyait sa mère. Marie-Claire souriait, radieuse malgré l'épuisement, tenant ses 2 bébés contre elle. Au dos, son écriture. Gabriel et Antoine, mes 2 étoiles, 15 novembre. Elle nous a tenus, murmura Antoine. Elle nous a tenus tous les 2. Gabriel tendit la main depuis son lit d'hôpital et prit celle de son frère. On était ensemble au début. On sera ensemble pour toujours, maintenant. Les résultats ADN arrivèrent le lendemain. Compatibilité à 98,99%. Jumeaux monozygotes, identiques jusqu'au dernier chromosome. Mais tout le monde le savait déjà. Il suffisait de les regarder l'un à côté de l'autre, 2 moitiés d'un tout que le mâle avait tenté de séparer. Le commissaire Lefebvre de la brigade criminelle vint personnellement annoncer les développements de l'enquête. Le docteur Dubois avait été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle, tentant de fuir vers l'Argentine. Son ordinateur contenait les preuves de 6 autres cas similaires à travers la France. Bordeaux, Lyon, Marseille. Un réseau criminel qui ciblait les familles fortunées depuis une décennie. Isabelle Moreau a tout avoué, annonça le commissaire. En échange d'une réduction de peine, elle a donné tous ses complices. C'est le plus gros scandale médical et criminel depuis l'affaire du sang contaminé. Les premières séances de rééducation de Gabriel commencèrent 3 jours plus tard. Le service de kinésithérapie avait préparé un programme intensif. 4 heures par jour d'exercice, de stimulation électrique, de massage. La douleur était atroce. Les muscles atrophiés protestaient,
Les nerfs envoyaient des signaux de détresse. Mais Antoine ne quitta jamais son frère. Quand Gabriel pleurait de douleur, Antoine lui racontait ses nuits sur les toits de Paris, comment il avait apprivoisé les pigeons pour avoir de la compagnie, comment il avait trouvé une cachette secrète dans les combles de Notre-Dame où il pouvait voir toute la ville. « Un jour, quand tu pourras marcher, je t'emmènerai là-haut », promettait Antoine. « On regardera Paris ensemble, comme des rois des toits », riait Gabriel à travers ses larmes. Madame Duval, la kinésithérapeute en chef, observait les jumeaux avec émerveillement. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle connexion. Antoine semble sentir exactement où Gabriel a mal, exactement ce dont il a besoin. C'est comme s'ils partageaient un système nerveux. Les progrès furent d'abord microscopiques. Un orteil qui bougeait un peu plus, un réflexe qui revenait, une sensation qui réapparaissait. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, était célébrée comme un triomphe. Un matin, 3 semaines après le début de la rééducation, Gabriel réussit à plier son genou droit. Juste de quelques degrés, mais c'était un mouvement volontaire, contrôlé. Antoine courut dans tout l'étage de l'hôpital en criant la nouvelle. Les infirmières applaudirent. Les autres patients sortirent de leur chambre pour féliciter Gabriel. Charles-Henri, qui avait installé son bureau dans une salle de réunion de l'hôpital pour être près de ses fils, lâcha son téléphone en pleine négociation à 1 milliard d'euros et courut voir. Quand Gabriel répéta le mouvement devant lui, il tomba à genoux et remercia le ciel, Marie-Claire, l'univers entier. Mais les nuits restaient difficiles. Antoine faisait des cauchemars terribles, revivant ses années de rue. Il se réveillait en hurlant, cherchant frénétiquement Gabriel, convaincu qu'on l'avait séparé de lui à nouveau. Les infirmières finirent par installer un lit d'appoint dans la chambre de Gabriel pour qu'Antoine puisse dormir près de son frère. Une nuit, Charles-Henri les trouva ainsi. Gabriel dans son lit médicalisé, Antoine sur le lit de camp, leurs mains jointes à travers l'espace entre les deux lits. Même dans le sommeil, ils ne se lâchaient pas. « Ils rattrapent 8 années de séparation », murmura le docteur Rousseau qui l'avait rejoint. « Ce lien qu'ils ont, c'est extraordinaire. Comme s'ils n'avaient jamais été vraiment séparés, comme si une partie d'eux était toujours restée connectée. » La Fondation Marie-Claire Montmorency fut créée cette semaine-là, dédiée aux enfants des rues et aux victimes de crimes médicaux. Antoine, malgré ses 8 ans, insista pour participer aux réunions. « Je sais ce dont ils ont besoin », expliquait-il aux adultes en costume qui le regardaient avec un mélange de pitié et d'admiration. « Pas juste un toit et de la nourriture, ils ont besoin qu'on les voie, qu'on sache qu'ils existent. Qu'on leur donne un nom, pas juste « et toi » ou « dégage ». Sa première action fut d'organiser une maraude avec l'équipe de la Fondation. Il les emmena dans ses anciens refuges, le parking souterrain de la gare de Lyon, les caves du quartier latin, le squat près du canal Saint-Martin. À chaque endroit, des enfants sortirent de l'ombre, reconnaissant Antoine. « T'as réussi alors ?» dit un gamin d'environ 10 ans, le regardant avec ses habits propres et ses chaussures neuves. « T'as trouvé ta famille. »« Ouais, » répondit Antoine. « Et maintenant, on va vous aider à trouver la vôtre. » Non un mois, la Fondation avait déjà sorti 15 enfants de la rue, leur trouvant des familles d'accueil, des soins médicaux, une scolarisation. Antoine insistait pour rencontrer chaque enfant personnellement, leur parlant dans leur langue, comprenant leurs peurs parce qu'il les avait vécues. Le procès d'Isabelle et Dubois était prévu pour janvier. Les avocats préparaient un dossier accablant. Mais pour les jumeaux Montmorency, la vraie victoire n'était pas dans les tribunaux. Elle était dans chaque petit progrès de Gabriel, dans chaque enfant sauvé de la rue, dans chaque nuit où il dormait main dans la main, rattrapant 8 années de fraternité volée. Le procès débuta sous les ors du palais de justice de Paris, un matin de janvier glacial. La salle était comble, les médias du monde entier présents. Charles-Henri avait voulu protéger ses fils de ce cirque, mais Antoine avait insisté. La vérité devait être dite, entendue, pour que plus jamais cela n'arrive. Sa déposition dura 4 heures. Avec sa voix encore enfantine, mais marquée par trop d'expérience, il raconta 8 ans de survie. Les nuits d'hiver où il creusait dans les poubelles des restaurants.
les coups reçus des adultes qui le chassaient, la faim qui devient une douleur physique, mais aussi l'espoir inexplicable, cette certitude qu'il avait une famille quelque part. La salle entière pleurait. Les jurés cachaient leurs larmes derrière leurs dossiers. Même les accusés baissèrent la tête. Isabelle fut condamnée à 30 ans, Dubois à la perpétuité. Mais pour Antoine, la vraie justice était ailleurs, dans le fait que son témoignage sauverait d'autres enfants. Mars arriva avec ses giboulées et ses promesses. 6 mois s'étaient écoulés depuis la rencontre au Luxembourg. Gabriel faisait des progrès spectaculaires, d'abord quelques pas entre les barres parallèles, puis avec un déambulateur, et enfin, c'était un mardi ordinaire. Antoine lisait une histoire qu'il avait écrite, car maintenant il dévorait les livres, rattrapant 8 ans d'éducation avec une soif insatiable. Gabriel l'interrompit. « Je veux essayer, maintenant, sans aide. » Antoine se plaça devant son frère, tendit les mains. Gabriel s'y agrippa, se leva tremblant, un pas, puis un autre encore. Il s'effondra dans les bras d'Antoine, mais ils riaient tous les deux, riaient et pleuraient, tandis que Charles-Henri, témoin caché derrière la porte, tombait à genoux en remerciant Marie-Claire au ciel. Les semaines suivantes furent un crescendo. Les pas devinrent des maîtres, les maîtres des couloirs. Et puis, un jour de mai parfumé de lilas, Gabriel courut. Il courut dans le jardin de l'hôtel particulier, poursuivant Antoine comme si 4 années de paralysie n'avaient été qu'un cauchemar. Le premier anniversaire de leur rencontre, ils le célébrèrent au Luxembourg, au même endroit, près du même bassin, dans un univers transformé. Antoine portait l'uniforme du lycée Henri IV, mais gardait ses vieilles chaussures trouées, son insigne d'honneur. Gabriel marchait avec une légère claudication qui resterait peut-être toujours cicatrice glorieuse d'une bataille gagnée. Ce soir-là, Antoine demanda à changer officiellement de nom. Plus le nom de l'orphelinat, mais Montmorency. Comme Gabriel, comme leur père, comme la mère qu'il n'avait jamais connue, mais qu'il sentait dans son sang. Charles-Henri signa les papiers la main tremblante. Antoine de Montmorency existait officiellement. La nuit, les trouvait toujours ensemble. Antoine avait encore des cauchemars, se réveillait en cherchant son frère. Gabriel le calmait, lui rappelait qu'ils étaient ensemble, en sécurité, que plus jamais on ne les séparerait. Sur la table de nuit, un dessin fait à 4 mains. Un père grand, 2 garçons identiques, se tenant par la main, et dans le ciel étoilé, une mère qui veillait. En dessous, l'écriture maladroite d'Antoine. La vraie famille n'est pas que celle du sang, c'est celle qu'on choisit de protéger. Mais quand le sang et le choix se rejoignent, on a tout gagné. Des années plus tard, quand ils seraient grands, ils créeraient ensemble un empire du bien. Antoine deviendrait le plus jeune député de France, voix des invisibles. Gabriel, neurochirurgien, développerait le traitement contre la paralysie chimique. Mais chaque année, le jour anniversaire, il retournerait au Luxembourg. 2 hommes identiques, regardant le bassin au voilier et se souvenant, le garçon des rues qui voyait tout, le garçon en cage dorée qui ne pouvait pas marcher. Et le miracle de leur rencontre, orchestré peut-être par une mère qui, du ciel, avait guidé ses jumeaux l'un vers l'autre. Dans le vent qui faisait danser les feuilles du jardin, ils juraient encore entendre la voix de Marie-Claire. « Mes garçons, mes jumeaux, ensemble comme cela devait être. » Et dans cette certitude, dans ce lien qui avait vaincu mort, cupidité et cruauté, vivait la preuve que l'amour vrai ne peut être brisé. Il peut être caché, blessé, presque détruit, mais à la fin, il trouve toujours le chemin pour réunir ce qui doit être ensemble. Paris continuait son souffle millénaire autour d'eux, témoin d'une autre histoire de résurrection. Car la ville lumière sait que de la cendre naissent toujours de nouveaux empires, et l'empire le plus puissant de tous est celui construit sur l'amour fraternel, celui qu'aucune force humaine ne peut détruire. Mettez un like si vous croyez au pouvoir du lien fraternel. Commentez le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec quelqu'un qui doit savoir que la vérité trouve toujours son chemin. Abonnez-vous pour d'autres histoires où l'amour triomphe sur l'obscurité.